il y a quelques mois, mais prend racine depuis la Nakba, puis la colonisation, puis l'apartheid, puis le mur, puis les checkpoints, puis les exactions, expropriations à Jérusalem-Est, comme en Cisjordanie, qui continue chaque jour, et l'emprisonnement de milliers de prisonniers politiques, dont Marwan Barghouti, que nous exigeons toujours sa libération. Je finis par te dire, cher Francesca, nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Vous êtes l'une des voix qui, face à un blocus médiatique, qui, face à la stigmatisation, l'invisibilisation du combat des Palestiniennes et des Palestiniens, restez droite, restez digne, une combattante. Chère Francesca, bienvenue à la fête de l'humanité. Tu es cette vie. Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici pour accueillir Francesca Albanese, dont je me demande si c'est la peine vraiment de vous la présenter. Francesca est rapporteure spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Et Francesca fait vivre par sa voix, par ses rapports dont nous allons parler maintenant, le droit international et tenter de faire respecter le droit international. Par ses rapports, par son activité, Francesca Albanese gêne visiblement beaucoup de monde. Vous savez qu'elle a été d'abord nommée rapporteure spéciale de l'ONU en mars 2022 pour 3 ans, et un poste qui a été renouvelé pour 3 ans, donc jusqu'en 2028. Mais entre-temps, Francesca a publié un rapport sur l'anatomie d'un génocide, c'était en mars 2024, et depuis, le mot génocide est maintenant sur toutes les bouches, même si on a tenté de nous faire taire sur ce mot-là. Oui, c'est un véritable génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Le Congrès américain veut prendre des sanctions contre Francesca Albanese. Israël est intervenu pour empêcher qu'elle soit nommée à nouveau rapporteur spécial pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Et pourtant, et heureusement, Francesca est encore là et aujourd'hui, à la fête de l'humanité, elle va nous dire ce qu'il en est exactement. Alors, Francesca, d'abord, ce rapport sur l'anatomie d'un génocide, comment est-ce qu'il a commencé à naître comment est-ce que les différents rapports qu'il y a pu avoir par des gens qui sont sur le terrain, puisque je rappelle qu'Israël empêche Francesca Albanese de se rendre sur place, et que vous savez que pour se rendre dans les territoires palestiniens, il faut passer malheureusement par Israël, en tout cas tant qu'il n'y aura pas un État de Palestine qui sera créé. Et donc Francesca, ce rapport sur le génocide à Gaza, comment est-ce qu'il a vu le jour et quelles ont été les preuves qui ont été amenées pour bâtir ce rapport?
Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un grand honneur d'être ici parmi vous, malgré le temps. Mais bon, on a besoin aussi d'un peu de pour qui nous donne le sens de réalité. On peut se réunir même si les conditions autour de nous sont pas parfaites. Là, votre présence nous dit qu'on n'est pas seul. Les Palestiniens ne sont pas seuls, les gens qui sont attaqués à cause de leur défense des Palestiniens. En fait, de la demande de rien que de la justice et rien que du respect pour le droit international de base, on se retrouve sous feu croisé. Alors, tout d'abord, mon rapport sur le génocide, le premier rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide, a été suivi 6 mois après par un autre rapport sur le génocide qui s'appelle Génocide comme effacement colonial. Comment je suis arrivée à dire ça, que c'était un génocide? Tout d'abord, en curant mon ignorance sur c'est quoi un génocide, parce qu'au début je n'étais pas convaincue. Je dis, même, il y avait d'autres collègues à moi qui disaient c'est un génocide, ça va être un génocide. Il y avait les Palestiniens sur le terrain, les Palestiniens de Gaza, qui franchement ont quand même développé une courasse. Ils ont vécu déjà des guerres, le 2008, le 2012, le 2014, le 2021, le 2022. Et ils savaient que ce n'était pas une guerre comme les autres. Ils l'ont dit dès le début, mais surtout parmi le déclenchement de la prise de mesures féroces, tout à fait illégales, même le dire, couper l'eau, couper l'électricité, couper l'accès à la nourriture, c'est quelque chose de criminel en tant que tel. C'est déjà de le dire, c'est dangereux. Mais moi, comme je pense la plupart des Occidentaux et des Occidentaux blancs, j'avais du mal à penser d'utiliser ce mot envers Israël. Et finalement, ça m'a pris quelques semaines. Et j'ai dû, pendant ces 2 semaines, curer, soigner mon ignorance. Alors je dis, il y a de l'espoir. Si je soignais moi-même, même les autres, même les politiciens peuvent apprendre, et spécialement après 2 ans. Parce que vous voyez, c'est pas que le génocide, c'est, comme on dit, de façon courante, le génocide, c'est difficile à prouver. Mais bien sûr, parce qu'en 2025, ça devrait être impossible avec toutes les normes qu'on a, avec l'ordre global, les mécanismes de prévention, de veille. On ne devrait pas arriver à avoir un génocide. Mais un génocide, c'est très clair. Et en fait, ça a été annoncé en tant que génocide. Le génocide est la destruction intentionnelle d'un groupe en tant que tel, totalement ou partiellement. C'est ce que le gouvernement israélien a annoncé le 8 octobre 2023. Et comme on dit en général, les juristes, on ne peut pas se limiter à évoquer le génocide. Il faut aussi regarder la pratique, il faut aussi regarder le contexte et la capacité d'infliger un génocide. Bon, après quelques semaines, quand les morts étaient déjà 12 000 morts, c'était déjà plus de morts qu'on a fait à Srebrenica, dans une destruction totale, dans l'utilisation scientifique de ce qui est maintenant s'avère comme la famine. La famine, les premiers morts pour manque de nourriture ont été enregistrés, reportés le mois de décembre 2023. Et là, j'ai commencé à évoquer la crainte qu'Israël puisse commettre un génocide. J'ai commencé à documenter ce qu'Israël a fait, les actes de tuerie, les actes de l'infliction de souffrance physique et mentale,
et la création des mesures calculées pour détruire. Tout ça, Israël l'a fait. Je fais le maximum pour documenter ce que je pouvais. C'est vrai. Je n'ai pas pu me rendre sur place, comme d'ailleurs tous les autres investigateurs, la Cour pénale internationale, la commission d'enquête. Israël n'a laissé rentrer personne qui ne soit fonctionnel à garder ce que j'ai appelé le camouflage humanitaire. Israël a perpétré un génocide en le vendant au monde comme une entreprise militaire pour se défaire des terroristes, mais dans l'intention telle qu'elle était présentée, de détruire le Hamas, qui ce n'est pas un objectif militaire, il faut faire gaffe. Détruire l'ennemi, c'est même pas un objectif militaire, c'est détruire militairement l'ennemi. Tu ne peux pas invoquer la mort de n'importe qui. Et Israël a utilisé ça pour détruire les civils. Israël admet aujourd'hui que le 85% des morts sont civils. C'est pas moi, c'est pas les juges internationaux, c'est pas les commissions d'enquête, ça c'est l'armée israélienne qui le disent. Alors le problème, c'est pas comment je suis arrivée à dire que c'était un génocide. C'est comment on ne l'a pas arrêté, parce que déjà, avant mon rapport, la Cour de justice internationale, le 24 janvier 2024, avait dit qu'il y avait le risque de génocide. Déjà ça faisait faisait commencer déclencher l'obligation des États, y inclut l'État français, de prévenir le génocide. Signifie arrêter de donner des armes, d'acheter des armes, en total des composantes. Et arrêter les relations économiques. Alors vous voyez, on est dans un État aujourd'hui que j'apprécie beaucoup, qui est en train d'organiser des conférences internationales et tout pour reconnaître l'État de Palestine. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, hein. Je dis qu'on doit le faire vite. On n'a pas besoin d'organiser des conférences dans 3 mois pour reconnaître l'État palestinien. Et je fais appel aux journalistes et de demander aux autorités françaises qu'elles sont en train de faire pour prévenir le génocide. Qu'est-ce qu'elles avaient fait? Parce que c'est de ça qu'on va mesurer la responsabilité de tout gouvernement, y inclut le mien, et tout État qui pas seulement n'ont pas rien fait pour empêcher des actes de génocide, mais qui ont donné les moyens économiques, militaires, diplomatiques et politiques pour continuer le massacre du peuple palestinien. Alors ce rapport, en fait, tout le monde se pose quand même la question, le rapport peut servir à quoi et qui peut utiliser ce rapport aujourd'hui sur la question du génocide? Alors, moi, je savais dès le début de mon mandat, et en fait, je dis toujours aux gens qui m'accusent, allez lire la lettre avec laquelle j'ai offert mon temps, ma disponibilité pour me mettre au service gratuitement des Nations Unies pour être l'expert technique qui monitore et analyse ce qui se passe en Palestine selon le droit international. J'ai dit, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je le sentais comme ça dans mon corps. Même les pierres aux Nations Unies, soit à Genève, soit à New York, connaissent la tragédie, l'injustice, l'illégalité que les Palestiniens expérimentent le jour par jour, avant même que l'État d'Israël soit créé. Alors, c'est pas question de... Moi, je respecte beaucoup mon engagement avec les États, mais dès le début, je savais que je devais écrire des rapports qui pouvaient être lus par les gens, par les journalistes, et alors il fallait aussi s'engager
davantage avec les médias, que c'est quelque chose que je fais. Je n'ai jamais eu un account Twitter, par exemple, Instagram, avant que j'utilisais avant de devenir relatrice spéciale. Je l'ai fait parce que je voulais communiquer et les développements que je voyais sur le terrain et l'analyse légale. Mais surtout, c'est-à-dire, je l'ai fait aussi pour les gens. Parce que les gens doivent comprendre c'est quoi la Palestine. Parce qu'on est souvent dans le chronique de ce que se passe le jour par jour. On oublie que c'est une question qui est marquée par une injustice d'un siècle, dès que la colonisation britannique, tout d'abord, a commencé. Parce que les Britanniques avaient des obligations et des limites imposées par le droit international tel qu'elle était il y a 100 ans, et ils l'ont violé. Ils sont les premiers à violer le droit à l'autodétermination des Palestiniens sur place. Alors, ce que je fais dans ma vie avant d'être relatrice spéciale, c'était de travailler pour les Nations Unies, inclus par UNRWA, et de faire de la recherche académique. J'ai décidé aussi d'essayer d'amener cette connaissance historique, bien sûr, dans les limites de mon mandat, qui est de regarder ce qui se passe dans les territoires qu'Israël a occupés depuis le 1967, mais disons, ça a commencé le 1967. C'était déjà des années que les Palestiniens vivaient dans des camps de réfugiés, sous occupation militaire, même les Palestiniens avec la citoyenneté israélienne dans Israël. Et même si je ne peux pas documenter les violations qui se sont passées avant le 1967, quand même je les connais et j'essaie de donner un sens. C'est pour ça que mon travail, c'est toujours de donner un cadre de référence pour faire comprendre le système. Et aujourd'hui, c'est plus nécessaire qu'auparavant, parce que la Palestine est en train de nous révéler avec un sacrifice immense, existentiel, le monde d'abrutis dans lequel on vit. Et donc tout ça, je n'ai même pas répondu à sa question, mais je vais faire vite. Non, pour qui j'écris ces rapports? Bien sûr, pour les États, pour la France, pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, pour le sud du monde, mais surtout parce que pour nous tous et toutes, parce que on est dans un moment de transition, on a encore un peu de temps pour faire valoir les droits humains qui sont à toutes et tous, et pour sauver et sauvegarder le peu d'humanité qui encore nous reste, parce que après ce génocide, on pourra pas dire, si on n'arrive pas à l'arrêter et si on n'arrive pas à s'assurer que ce soit le dernier génocide de l'histoire et que ce soit le dernier crime qu'Israël est en mesure de commettre contre les Palestiniens, on aura vraiment perdu, et ce n'est pas de la rhétorique, on aura perdu ce que nous reste de notre humanité. Tous les regards sont évidemment braqués sur Gaza. Alors on parle officiellement de 65 000 morts, mais on sait qu'en réalité il y en a beaucoup plus, non seulement sous les décombres ou même des corps qu'on n'a jamais retrouvés, qu'on ne retrouvera peut-être jamais. On parle de 150 000, peut-être 200 000 morts. Et dans le même temps, mais vous avez aussi fait un rapport auparavant sur ce qui se passe en Cisjordanie, où là aussi, on assiste, dans le même temps où à Gaza, il y a ce génocide qui est en cours, on assiste à des opérations militaires quasiment quotidiennes en Cisjordanie. L'occupation se poursuit, Jérusalem-Est et Cisjordanie. Les colons attaquent les villages palestiniens régulièrement. Alors, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a une cohérence et un plan d'ensemble de la part d'Israël, de Gaza et de la Cisjordanie sur le but à atteindre? Bien sûr, mais elle a toujours été.
En fait, moi je rappelle souvent aux gens qui souffrent d'amnésie et pour lequel tout a commencé ce jour tragique, horrible, pour nous tous et toutes, qui était le 7 octobre, parce qu'il n'y a jamais rien à célébrer quand il y a des vies qui se perdent, des vies tuées, de la souffrance comme ça. Mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Moi, je dis toujours, preuve de ça, dans les 16 mois où j'étais relatrice spéciale des Nations Unies jusqu'au 6 octobre, 460 Palestiniens avaient été tués, la plupart en Cisjordanie, où le gouvernement qui est encore au pouvoir en Israël, le mois de février 2023, avait signé un accord qui avançait l'annexion. L'annexion est comme un crime, est comme le crime d'agression envers un autre État, envers un autre peuple, même si l'État n'est pas reconnu, le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination qu'on reconnaît, on ne reconnaît pas l'État, ça ne change rien, juste pour ceux-là qui n'ont pas compris. Et là, on a tout laissé faire à Israël envers les Palestiniens. On a laissé les colons avancer. On me demande aujourd'hui, est-ce que tu as encore de la confiance dans le processus de paix? Quel processus et quelle paix? Parce que le processus dont on parle, on dit que votre État et mon État parlaient de solution à deux États, solution à deux États, solution à deux États, et dès que les Palestiniens avaient renoncé au seul moyen que les peuples premiers ont pour se protéger, qui est la résistance armée, les Palestiniens ont renoncé à la résistance armée au nom un grand sacrifice, accepter d'avoir un État dans le 22% qui restait de leur terre, de leur Palestine historique. Ils ont dit, d'accord, un État n'importe. Ça suffit de terminer l'occupation brutale, parce que l'occupation brutale signifie aussi colonisation. Alors, le processus de paix a commencé, il y avait à peu près 80-90 colonies dans la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Pendant ceci dit processus de paix, les colonies sont devenues 300. C'était qui les gardiens du processus de paix? Les Palestiniens ou bien la communauté internationale qui s'est limitée à donner de l'argent à l'autorité palestinienne afin que mette en œuvre les accords de Oslo qui avaient une finalité, garantir l'espoir d'un minimum d'autonomie pour le peuple palestinien, jamais l'indépendance, sans mettre en péril la sécurité de l'État d'Israël, mais pas la sécurité de l'État d'Israël en Israël, dans ce qui s'était constitué dans la Palestine historique de 1948-9. Non, la sécurité des colonies, parce que c'est ça. Est-ce que vous avez jamais vu un policier, un membre du service de sécurité de l'autorité palestinienne protéger un des villages palestiniens, un des Palestiniens qui sont toujours attaqués? Non, c'est pour ça, l'idée de l'État, c'était une idée qui servait à tout le monde pour laisser Israël faire ce qu'il voulait. Et c'est ça la leçon de ce processus, ceci dit, processus de paix. Alors aujourd'hui, la réalité est la suivante. La Cisjordanie souffre le même destin de Gaza, avec un niveau de crime différent, et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a 800 000 colons qui habitent la Cisjordanie. On ne peut pas la bombarder avec 80 000 tonnes de bombes. On ne peut pas le faire parce que sinon on va détruire aussi
toute l'infrastructure, les maisons des colons. Et ce n'est pas ce qu'Israël veut. Alors, il y a un projet unique qui est une partie, à mon avis, avis de quelqu'un d'autre, qui étudie ce qu'Israël et les États-Unis à travers Israël sont en train de faire dans le monde arabe et dans la région qui on devrait soigner plus parce qu'ils sont nos voisins. Je ne veux même pas dire nos frères et nos sœurs parce que chez les Européens, si on est blanc, on a du mal à appeler les autres frères et sœurs. Mais ils sont au moins nos voisins et on devrait s'en occuper un peu plus. Mais dans le dessin du Grand Israël, il y a le nettoyage qui est beaucoup plus élargi de la Palestine, vous comprenez. Mais bon, il y a le nettoyage ethnique des Palestiniens, et c'est pas seulement parce que c'est la terre biblique, parce que les Palestiniens sont le seul peuple qui a un cœur, résiste et ne se laisse pas subjuguer. C'est ça la réalité. Hier, dans un débat que nous avions eu au Village du Monde, il y avait plusieurs représentants des partis communistes de la région du Moyen-Orient, et effectivement avait été pointée cette idée que le projet israélien, cette guerre est ce que Gilbert Achcar, qui est un chercheur franco-libanais, appelle la première guerre conjointe américano-israélienne, où le projet israélien en fait s'emboîte avec le projet américain dans la région. Et donc avec la création de ce grand Israël et avoir un certain nombre d'États qui soient complètement à la botte des projets qui sont en cours. Mais vous avez dit tout à l'heure que non seulement les États occidentaux, les États européens, les États-Unis évidemment, le principal allié d'Israël, ne font rien pour arrêter le génocide, mais en plus on peut considérer même qu'ils aident à ce génocide, notamment par les livraisons d'armes, mais aussi, et ça a été l'objet d'un second rapport que vous avez publié au mois de juillet, sur les entreprises et leur comportement dans le cadre du projet israélien. Qu'est-ce qu'il en est exactement? D'accord. Alors, tout d'abord, je suis en train d'écrire un autre rapport. Je dis toujours, à chaque rapport, je dis ça va être une bombe, la dernière. Et jusqu'à quand il y a la prochaine bombe. En fait, je suis en train d'écrire un rapport sur la complicité des États. Non, parce que je ne pense pas que ce génocide a été simplement... En fait, vous voyez, je pense pas que c'est même pas juste de dire... que les autres génocides ont été ignorés. Parce que même au Rwanda, on avait une obligation de prévenir, d'intervenir, et en Bosnie aussi. Ce qu'on a fait, c'est que quand les choses commencent à devenir un peu tendues, nous, on s'en va. Mais à la limite, une question, il y a des implications politiques aussi pour le manque de courage. Mais en Palestine, il y a quelque chose de différent qui se passe et c'est nécessaire que nous comprenons ce qui se passe. Parce que je dis, les 450 millions d'Européens, à cause de la politique désastreuse que l'Union européenne et les États membres sont en train de faire, se voient complice, et je le dis dans un sens pas strictement juridique, mais on est moralement complice de ce qui se passe en Palestine. Alors, vous devez attendre un autre mois pour lire mes impressions, mon analyse des faits et disons un peu l'analyse juridique de ce type de complicité ou comme participation. De toutes les façons, il y a un manque total de respect du droit international. Parce qu'il y a aussi des États qui annoncent des mesures et après ils oublient de les mettre en place, de les mettre en œuvre. Après, il y a des États qui arrêtent les commerces mais continuent à vendre les armes. Il y a des gens qui arrêtent de vendre des armes mais achètent
les armes chez Israël. D'abord, je ne suis pas convaincue, mais je le jette comme un doute et j'espère qu'il y aura des historiens et des autres experts plus qualifiés que moi de explorer tout ça. Mais si vous lisez, il y a un bouquin vraiment révolutionnaire qui a été publié l'année dernière, c'est révolutionnaire, c'est pas parce que c'est nouveau ce qu'il dit seulement, mais parce que c'est écrit avec une clarté que même quelqu'un de 8 ans peut l'apprécier. Alors je le recommande surtout aux politiciens. Mais bon. Pas les politiciens français parce qu'ils sont bien cultivés, bien soignés. Je suis sûre qu'ils l'ont déjà lu. Je veux insulter personne. Mais un peu d'ironie quand même. Et non, mais le bouquin est Laboratoire Palestine. Et ça porte sur cette réflexion, c'est en réaction aux propos que ça c'est la première guerre qui voit les États-Unis et Israël co-impliqués. Non, c'est pas vrai. Ça c'est la première, et je vous laisse lire le bouquin. Mais ça c'est la première, ça c'est le premier génocide où les États-Unis sont complètement, ouvertement à côté d'Israël, pas seulement de la conception, dans l'exécution du génocide. Il y a aussi des soldats américains qui se sont déplacés. Il y a la politique américaine, il y a l'administration américaine qui dit que les Palestiniens doivent immigrer volontairement. Et il y a toujours quelqu'un qui fait du sarcasme mieux que moi. Et parce qu'il n'y a rien de volontaire dans ce qui va être le futur des gens à Gaza. Mais avant de dire ça, ça m'a coûté vraiment beaucoup en termes de recherche, de fatigue et aussi de vie privée, franchement, parce qu'à cause de ce rapport, j'étais sanctionnée par les Nations Unies et je vous assure que ce n'est pas du tout une promenade de santé. Qu'est-ce que je dis? Oups! Par les États-Unis, pas par les Nations Unies. Non, clairement, par les États-Unis. Et... C'était ironique. Non, ça c'était vraiment freudien. C'était pas... J'étais pas encore sanctionnée par les Nations Unies, je vous assure. Ils sont là que me soutient, vous voyez bien que les Nations Unies se sont bien portées contre les États-Unis qui ont sanctionné la première personne des Nations Unies. Vous voyez, non? Voilà, mais ça va. De toutes les façons, les Nations Unies m'ont sanctionné pour un rapport que j'ai créé qui dit qu'ils sont... Je sais pas, ils ont compris. Mais bon, moi j'ai créé un rapport qui a comme titre de l'occupation, de l'économie de l'occupation à l'économie du génocide. Et c'est une enquête qui m'a amenée à collecter une base de données qui concerne presque 1000 entreprises, en fait 1000 entités privées. Parce qu'en fait, il y a bien sûr les entreprises dans le milieu des armements, des services de surveillance qui sont de la construction civile, ceux-là qui bâtissent les trains, les autoroutes, les routes, ceux-là qui bâtissent, qui permet de bâtir des réseaux hydriques, de l'énergie et tout. Et il y a les entreprises qui soutiennent le tourisme et tout ça. Et les universités, et les banques, et les fonds de pension. Il y a de tout. En fait, je dis, sans le secteur privé, Israël n'aurait jamais pu soutenir l'économie de l'occupation qui est constituée par deux piliers essentiels. Le premier, c'est le dépeuplement. Israël a utilisé les armes, les services de ségrégation et surveillance et les entreprises comme Caterpillar, Volvo, Hyundai, leurs machines pour faire de la place et déplacer les Palestiniens et on dit ségréguer
ségrégés et surveillés. Ça, c'est le premier pilier. Une fois que les Palestiniens ont été déplacés, après, les entreprises de construction et toutes les autres que j'ai mentionnées ont bâti les colonies et aidé la connexion des colonies et tout ce qui était nécessaire pour exploiter les ressources, l'eau, la terre, les minières des Palestiniens, les transférer, les mettre dans ce réseau qui collègue en fait, qui lie les colonies à Israël. Nous, on a cette fiction dans notre tête, quelqu'un parmi nous, qu'il y a un Israël bien et un Israël mauvais dès qu'on passe la ligne verte. Mais regardez, les colonies sont un crime d'Israël. L'appropriation de ressources palestiniennes, ça s'appelle pillage en anglais. Comment? Le pillage des ressources. Pillage. Ok, pillage. Merci. Et ça, c'est un crime qui est commis par l'État d'Israël. La ségrégation raciale, parce que c'est racial. La seule chose qu'ils ont, les pauvres Palestiniens, c'est qu'ils ne sont pas juifs. Juifs et juifs. Alors, ne pas être israélien, juif, les faits les condamnent à ce destin. Mais bon, tout ça a été finalisé à la substitution. Alors, il y a eu le dépeuplement et la substitution avec les colonies qui servent à absorber, par exemple, le 10% des besoins habitatifs, non, des besoins de maisons dans le territoire palestinien occupé. Il y a le 10% des Israéliens qui habitent dans les colonies. Alors, vous voyez, on ne peut pas dire on doit ne pas commercialiser ceux qui viennent des colonies. Non, c'est plus suffisant. C'était même pas suffisant le siècle passé. Mais maintenant, c'est beaucoup plus grave parce qu'on le sait. On le sait que cette économie sert l'économie de l'État israélien. Et c'est même pas suffisant, vous voyez, parce qu'il y a tout un tissu qui est servi à normaliser l'illégalité de l'occupation, les universités, les partenariats entre les universités européennes et israéliennes nécessitent d'être coupés. Et pas seulement... Et pas seulement parce que les universités israéliennes, comme nous le disent des centaines et des centaines d'académiques israéliens eux-mêmes, il y a les universitaires. Les universitaires israéliens, il y a Academia for Equality, il y a les Israéliens contre l'apartheid qui depuis tout le temps du sein d'Israël demandent le boycottage des universités. Pourquoi? Pas seulement parce que les universités ont été des éléments de normalisation, de légitimation de l'occupation et de l'apartheid. On donnait soit le secteur, disons les sciences humaines, les moyens de raconter une autre histoire, de faire croire qu'Israël est vraiment l'État démocratique que nous aimons ici dans cette partie du monde vraiment démocratique, aimons croire, mais aussi, et ça c'est la partie plus grave, les universités sont une cellule de construction de tous les éléments qui font de l'apartheid le système efficace, militarisé, exploitatif qui est. En fait, les universités israéliennes, surtout les secteurs scientifiques, n'est pas possible de le séparer de ce qui est l'industrie militaire. Pas seulement parce que beaucoup de soldats, après avoir passé 3 ans dans le territoire palestinien occupé, se recyclent dans la recherche scientifique, mais parce que c'est l'université israélienne qui perfectionne toute cette science et après la vend aussi à l'étranger. Vous voyez, les drones, les services de surveillance ont été expérimentés dans le laboratoire palestinien sur les Palestiniens et maintenant sont vendus à tous les États en les aidant à devenir le plus répressif possible. Et vous voyez quel est l'impact sur nous tous et toutes. Et le dernier argument,
c'est que ces entreprises savent très bien qu'en s'impliquant dans les territoires palestiniens occupés, ils s'engagent dans la commission des crimes. Et ils doivent observer un code de conduite qui s'appelle due diligence. Ils doivent faire la due diligence. Ils doivent s'assurer que leurs activités commerciales ne contribuent pas, ne sont pas directement connectées, ne contribuent pas et ne causent pas un impact négatif sur les droits humains dans le territoire où ils opèrent. Les standards sont en fait, c'est très bas ce qu'on demande aux entreprises. Déjà, dès qu'ils s'impliquent dans quelque chose que la Cour de justice internationale a reconnu comme structurellement illégal, comme le tout de l'occupation, et la Cour a demandé que l'occupation, la seule chose vraiment légale qu'Israël peut faire dans le territoire palestinien, c'est de dégager, c'est d'enlever. La Cour de justice internationale devrait être très contente d'avoir ce soutien populaire, parce que ça c'est la chose qui fait applaudir le plus les gens. Que je dis, la Cour t'a dit, dégager, c'est mon terme synthétique. Ce qu'ils ont dit, en tant que juriste, je veux aussi élaborer. Ils ont dit, les colonies doivent être démantelées, les troupes doivent être retirées, quelque chose qui avait été dit déjà en 1967, mais après on l'a oublié, et le contrôle sur les ressources naturelles des Palestiniens et l'exploitation doit s'arrêter. Et en plus, tout ce qui a été forcé à migrer, ceux qui ont été displacés. Expulsés. Ok, vous avez compris? Un peu d'anglais fait pas mal. Ils doivent rentrer et Israël doit aussi offrir des formes de réparation pour toutes les violations qu'il a commises envers les Palestiniens. Vous voyez, je me suis trompée. C'est pas que la seule chose qu'Israël doit faire, c'est de dégager et offrir des réparations pour tout ce qu'il a fait. Alors maintenant, la question est la suivante. Et je le demande toujours aux rares journalistes qui prennent le temps de m'interviewer. Je dis, est-ce que vous pouvez demander à votre gouvernement, je le ferai si votre gouvernement prenait le temps de me parler au lieu de m'insulter. Mais bon, et de me diffamer. Mais la question à poser au gouvernement français, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous conformer à la advisory opinion, à l'avis de la Cour de justice internationale qui dit qu'Israël doit dégager? Parce que je vous assure, pas beaucoup. Pas beaucoup. Si la réponse est une conférence pour déclarer la reconnaissance de l'État palestinien, je dis quand même, vous n'avez pas bien compris, ça dit quoi le droit international? Et dans les derniers deux ans, le manque d'action de la part des entreprises qui doivent être menées en justice, ceux-là qui ont profité surtout dans les dernières années, ils devaient eux aussi dégager, ils ne l'ont pas fait, ils sont restés impliqués dans l'occupation, ils ont continué à profiter de l'occupation. Moi, j'ai nommé 48 entreprises, mais c'est rien. Il faut voir ce que les organisations comme Who Profits, Don't Buy Into the Occupation, le BDS, voyez ce que les investigations que ces organisations mènent. Il y a beaucoup d'entreprises aussi
françaises qui sont impliquées dans tout ça. Et il faut quand même, vous avez le pouvoir de choisir quand même de ne pas soutenir ces entreprises. Nos grands-pères et grand-mères voyageaient sans utiliser Airbnb et Booking.com et le tourisme mondial n'était pas en crise. Est-ce qu'on peut faire ce sacrifice de ne pas utiliser ces entreprises? Parce que c'est ça la capacité de la citoyenneté mondiale aujourd'hui, le vote à travers la consommation. On est des consommateurs avant d'être des citoyens globaux. Désolée. On va devoir conclure, je pense que c'est une conclusion. Il faut agir maintenant concrètement. Eh oui, j'ai anticipé un peu la réponse. Il faut agir concrètement. D'abord, ça reste l'obligation des États. Le fait que les États n'ont pas fait assez ne signifie pas qu'on les pardonne. Non. Les États, les gens qui sont au pouvoir sont nos représentants, au moins dans les démocraties ceci dites, sont nos représentants et des civil servants doivent être plus civils que servants. Alors c'est à toutes et tous d'agir pour faire en mesure que ce massacre s'arrête. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire, sauf si les États prennent des contre-mesures, qui signifient pas d'armes, pas de commerce et pas de soutien politique et démocratique, de la recherche, tout ça, avec un État qui s'est rendu responsable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à savoir l'apartheid et de génocide. Et l'autre chose, c'est important. Alors, moi je le dis toujours à tous et toutes. Il y a des problèmes dans chaque État qui sont à nous, à chaque État. Mais maintenant, on doit mettre tout ce qu'on peut, tout la chagrin, toute la haine envers l'État pour d'autres problématiques, un moment à côté. C'est le moment surtout pour reconnaître aussi que le sacrifice que les Palestiniens sont en train de payer ne soit pas en vain. C'est le moment d'agir dans la façon la plus pacifique et la moins violente de tout. Mais je sais que chacun de vous est porteur et porteuse de chagrin et de rage, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment parce que c'est un moment de transition et ils ont besoin d'un faux pas pour dire que le mouvement de solidarité avec la Palestine est un mouvement violent. S'il vous plaît, des mots que vous utilisez, aux actions, soyez porteurs d'amour, parce que l'amour, c'est finalement ce que les Palestiniens nous ont donné, même dans le moment le plus de leur vie. Le dernier message que j'ai, c'est pour un groupe spécifique de citoyens et citoyennes français. Et c'est pour les communautés juives dans ce pays. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Et je le dis aux communautés juives dans mon pays. Pourquoi? Dès qu'on demande dans les écoles un moment de silence pour les enfants tués à Gaza, vous devez crier au danger, au péril. Il n'y a pas de danger, pas de péril en demandant la fin d'un génocide, d'un massacre. On a besoin de vous, les juifs et les juifs d'Europe. Moi, je porte aucun jugement, et je voudrais que chacun de vous vraiment essaie de comprendre ça. J'ai aucun jugement pour l'amour que les juifs et les juifs portent envers l'État d'Israël. Aucun. C'est pas le moment de le mettre en discussion. Mais les juifs et les juifs européens sont d'abord européens. Ils doivent se sentir protégés dans ce pays, dans ces pays, et doivent être avec nous dans la lutte pour la légalité. On ne peut pas...
Merci Francesca Albanese. Important spécial de Lévi, un grand homme, un territoire palestinien occupé depuis 1967. Merci Francesca pour ce témoignage à la faute de l'humanité. Et l'appel est entendu à agir et nous continuerons à agir.